Les Jeux Olympiques de Tokyo effacèrent toute trace de l'après-guerre et se conclurent sur une note d'espoir. L'événement d'envergure nationale suivant fut l'exposition universelle de 1970. Le dernier soubresaut d'opposition à la voie sur laquelle s'engageait le pays fut la série de manifestations contre le traité de sécurité nippo-américain. Mais à quoi ressemblèrent les années précédant ces événements ? Cette période peut être décrite comme un intermède étrange, au sein duquel coexistait d'une part l'optimisme relatif à la prospérité future et d'autre part une forme de désespoir. La nature s'en fit l'oracle. En juin 1965, des nuées de mouches apparurent sur l'île des rêves. La venue au Japon des Ventures et la diffusion d'une émission de télévision intitulée « Le tournoi de guitare électrique » créèrent les conditions propices au boom de la guitare électrique qui prit place à partir de 1965. En octobre de la même année, 10 personnes furent arrêtées pour comportement sexuel obscène lors d'une Monkey Dance Party organisée dans les locaux d'une association citoyenne d'Izumi Sano à Osaka. Le mois suivant, dans la commune d'Ashikaga, l'interdiction des guitares électriques fut prononcée. L'année suivante vit l'arrestation des 16 membres de la bande des jeunes maîtres chanteurs à la guitare électrique. En juillet 1969, l'année qui précéda l'ouverture de l'exposition universelle d'Osaka, l'alunissage d'Apollo déclencha le boom Apollo. Les chauffeurs de taxi se mirent à crier Roger dans leur radio et dans les quartiers animés, des ivrognes exécutaient l'Apollo Dance au ralenti. Puis vint l'année 1970. Les émeutes de l'année précédente avaient porté un coup sévère aux forces radicales anti-traité de sécurité. L'archipel s'en trouva plongé dans une situation de vide politique qui fut rapidement comblée par la grand-messe que représentait l'exposition universelle. D'un point de vue strictement culturel, cet événement d'envergure nationale n'avait strictement aucun sens. Alors pourquoi suscita-t-il un engouement si passionné au sein de la population ? Aujourd'hui encore, personne n'est en mesure de fournir d'explications valables. Et en dépit de la douche froide que constitua le choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour en 1973, cet optimisme, apparemment sans fondement, se poursuivit les années suivantes, jusqu'à la catastrophe économique de l'éclatement de la bulle. Voici ce qu'il convient de retenir de cette période. En février 1970 éclata l'affaire des croquettes aux petits doigts, suivie en 1971 de l'incident des canettes de coca explosives. Toutefois, avant de pouvoir relier ces divers incidents, il fallut attendre l'affaire des nouilles au poignet, ou des hamburgers à la viande de chat qui se produisirent dans la seconde moitié de la décennie. Après le spectacle de la fuite dramatique d'un appareil de la compagnie aérienne nationale qui avait été détourné, les temps ne furent plus à la politique. C'est une atmosphère relâchée qui s'imposa partout. Comme pour manifester son désaccord face à ce nouvel air du temps, un romancier se suicida en s'ouvrant le ventre. Puis, un écumeur de gargote connut une mort atroce. Quelle sorte d'incident fut celui qu'on baptiserait par la suite l'affaire de l'écumeur de gargote tabassé à mort? Même Inukai reconnaît très volontiers que pour un chercheur travaillant sur les écumeurs de gargote, il est impératif de se pencher sur cette affaire. En outre, cette affaire, en même temps qu'elle révéla au grand public l'existence des écumeurs de gargote, devint le plus grand scandale de l'histoire de la restauration rapide. C'est en nous référant à l'ouvrage de Masaki Yamada intitulé « L'écumeur de gargote battu à mort », le seul sur ce sujet qui nous semble approcher la vérité, que nous allons nous pencher sur ce drame, afin d'apprendre la vérité sur la mort de cet écumeur de gargote que l'on nommait Massa, le blaireau refroidi. Il est évident que la mort avait été provoquée par une blessure à la tête. J'avais commencé par pratiquer une incision de la zone thoraco-abdominale. J'avais ensuite procédé à un examen des organes, puis à un prélèvement de tissu et ensuite à des analyses chimiques et un dépistage toxicologique. J'avais examiné le cerveau de la victime après avoir incisé son crâne et j'avais eu la confirmation de ce que j'avais soupçonné. La mort avait été provoquée par un choc sur la partie frontale de la boîte crânienne, ayant lui-même entraîné une fracture de la zone occipitale et une hémorragie intradurale.
J'avais noté une hypertrophie du foie et la présence d'un ulcère gastro-duodénal, mais ceci n'avait pas pu provoquer le décès. En outre, l'hémorragie gastro-duodénale était minime. J'avais également identifié des fragments de poterie dans le front de la victime, ce qui corroborait le rapport de l'officier de police mentionnant que la victime avait été frappée avec un bol de nouilles. Des nouilles non digérées avaient été retrouvées dans son estomac, ce qui avait constitué un élément précieux dans la détermination de l'heure du décès. À cette époque, j'étais assistant réalisateur. Oui, je le suis toujours à l'heure actuelle. Enfin, vous savez, on dit assistant réalisateur, mais dans le cinéma, il y a l'assistant réalisateur en chef, puis le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et moi, je suis assistant réalisateur en chef, pas premier assistant réalisateur. Ça n'a rien à voir. Enfin, je crois que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Oui, depuis le début de la soirée, je relisais un scénario. Le film, c'était Élégie des perdants misérables 2. Oui, un film de Yakuza, petit budget, vous n'en avez jamais entendu parler, j'imagine. Moi-même, j'ai horreur des films de Yakuza, vous savez. Enfin bref, avant de m'y remettre, j'avais décidé de m'envoyer un bol de nouilles. Et comme je savais que dans ce resto, l'œuf cru était gratuit à partir de 17h, vous voyez. Enfin, je crois que ce n'est pas ça non plus qui nous intéresse ici. Donc 2 hommes entrent dans le resto. L'homme qui allait ensuite commettre le meurtre avait commandé un bol de nouilles standard sans poireaux. Et celui qui allait se faire assassiner avait commandé un bol de nouilles froides du blaireau. Absurde, vous allez me dire, vu que l'hiver approchait à grands pas. Tous deux s'étaient mis à échanger quelques mots avec le patron, et celui qui allait tuer l'autre avait commencé à sérieusement élever la voix. Tous deux avaient fini par arroser leurs nouilles d'épices. Ça s'est produit d'un seul coup, alors que je croyais qu'ils allaient enfin se mettre à manger. J'étais resté sans voix. Le temps que je me dise, mais c'était quoi ce bruit? Le type était écrasé au mur comme une mouche, et le bol avait volé en miettes dans tout le troquet. J'avais entendu dire que quand on paniquait, on était paralysé, incapable du moindre mouvement. Alors je me suis rué dehors avant que ça ne m'arrive. Ensuite, ça a été le défilé des curieux, des voitures de police, vous voyez le spectacle. On se serait cru dans un film. Si la déposition interminable de ce témoin décidément trop bavard vous a été proposée dans son intégralité, c'est pour une bonne raison. Commençons par l'œuf gratuit. Le succès d'une escroquerie pratiquée par un écumeur de gargote est très largement tributaire de l'intelligence du patron de la gargote. Et il est difficile de penser qu'un patron confiant dans ses capacités intellectuelles puisse faire un geste commercial aussi concret envers ses clients. Poursuivons. Sans poireaux, les épices, 2 éléments à la base des pratiques des écumeurs de gargote, dont on admet qu'ils définissent communément leur façon de manger des nouilles sans saveur. Précisons au passage que Masaki Yamada écrit qu'il s'est rendu dans cette gargote, dans le but d'étudier les lieux. Pour résumer, les nouilles étaient infâmes. Voici maintenant un extrait du témoignage du patron, tel qu'il a été recueilli à cette occasion. Ah, ces deux-là. Le zig qui s'est fait tuer disait qu'il s'appelait Massa le blaireau refroidi, un truc du genre. C'était une petite frappe du genre qui vous fait rigoler doucement. Il traînait dans le coin depuis l'été de l'année dernière. Non, aucune idée d'où il débarquait. Vous savez, ces types se donnent de grands airs et vas-y que je suis un écumeur de gargote et je sais pas quoi encore. Vous savez, avec le traité de sécurité et tout ça, les gens sont devenus plus durs. Mais ces types, eux, c'est rien que des fripouilles qui vivotent en trouvant toujours à redire à tout, histoire de ramasser des miettes. Je sais pas quel genre de crapule c'était pour s'être fait descendre comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était pas futé. S'appelait le blaireau refroidi, ça passe en été, et encore. Le type qui l'a tué, je crois bien qu'il s'était déjà pointé ici 2 ou 3 fois avec celui qui l'a zigouillé. Mais de quoi il parlait, ça, j'en sais rien. Moi, je mets jamais mon blase dans les affaires des clients. Un principe. Cela dit, de tout ce qu'il disait, il y a quelques bribes qui sont arrivées jusqu'à moi. Comment ça s'est passé à l'AG, un truc du genre... Comment? Ah, le nom de ma tôle. Beaucoup de mes habitués confondent avec le Mach de la très grande vitesse, mais en fait, ça vient de Ernst Mach, un genre de mathématicien et philosophe de génie. Ouais, c'est moi qui lui ai donné ce nom. Laissons Ernst Mach en dehors de tout cela. Il nous faut plutôt accorder la plus grande attention au terme arrivé jusqu'aux oreilles du patron. AG. Ce vocable était utilisé au sein des mouvements politiques étudiants, et en particulier par une frange qu'on appelait la Nouvelle Gauche, lors des manifestations anti-traité de sécurité nippo-américain de l'année 1970. Ce mot désignait des débats. Par la suite, toutefois, ce terme fut utilisé par une faction minoritaire du mouvement étudiant, favorable à la lutte armée, qui l'investit d'un nouveau sens. Au sein de cette frange, AG prit le sens d'exécution des traîtres. Ce que je pense de cette affaire, je n'ai pas qualité à parler à titre personnel. Et si vous me permettez, je n'en vois pas la nécessité. L'auteur du crime est peut-être un officier de police, mais il a agi alors qu'il n'était pas en service, ce qui fait de cette affaire un cas de meurtre comme un autre. Les écumeurs de gargote. Vous avez peut-être lu ça dans les dépositions des témoins, mais ça n'a rien à voir avec cette affaire. Vous croyez vraiment qu'un homme pourrait en battre un autre à mort pour un simple bol de nouilles ?
Entre la fin des années 60 et le début des années 70, la nouvelle gauche brandit l'étendard de la révolte contre les autorités publiques et le courant dominant de la gauche. Leur mot d'ordre était incompréhensible à toute personne extérieure à leur mouvement. La définition de ce déni de soi, terme sans dimension politique, était particulièrement complexe à établir. Mais lorsque ce terme était appliqué à la lutte armée, les conséquences étaient atroces. Ce n'est que quelques années après la mort de Massa le blaireau refroidi que le pays découvrit avec horreur les purges de masse menées par les mouvements radicaux. Il n'y avait aucun précédent dans l'histoire de la gauche japonaise. Ceux qui parvinrent à échapper à ce sort portent aujourd'hui encore les cicatrices de ces jours de terreur et sont condamnés à en combattre le souvenir pour le reste de leur existence. Massa le blaireau refroidi fut l'un d'entre eux, un chien errant qui avait perdu son maître. Comment arriva-t-il dans le monde de la restauration rapide et vint-il grossir les rangs des écumeurs de gargotes? Il n'existe aucune certitude à ce sujet, mais d'après Yamada, Massa avait été arrêté à plusieurs reprises, et pas uniquement pour des escroqueries liées à la nourriture. Avait-il été un activiste, un radical? Toujours est-il qu'il se définissait comme un écumeur de gargotes saisonnier, une restriction qui finit par lui être fatale. Il est impossible de ne pas voir de lien entre cet élément et l'idée de déni de soi que ceux qui s'en revendiquaient portaient comme la croix de leur époque. Qu'est-ce qui avait bien pu le pousser à se rendre dans cet endroit si peu approprié à la réalisation d'une escroquerie et à la commettre, ce qui eut le même effet que s'il s'était lui-même soumis à une AG? L'auteur de l'ouvrage L'écumeur de gargotes battu à mort suppose que Massa était un agent infiltré du Comité national de la sécurité publique. Mais sa mort empêche quiconque, même à ce jour, d'établir la vérité sur ce point. Toutefois, quelle que soit la véracité de cette thèse, Massa allait faire figure de cas unique dans l'histoire, pour la simple raison qu'il ne cessa jamais de remettre en question la définition d'un écumeur de gargotes. Aujourd'hui, ces nouilles froides du blaireau sur lesquelles il avait misé sa vie sont un plat qui se déguste en toute saison dans le premier restaurant de nouilles venu. Si cela révèle une seule chose, c'est bien qu'il était destiné à être l'artisan d'une transition. Sa gloire fut aussi éphémère que la neige qui tomba le jour de sa mort. Dans le paysage contenu dans son bol, Ginji Goblalune avait contemplé le spectacle d'un nouveau départ à venir, pourtant destiné à échouer dans le paysage embrassé par Ogin, la renarde croquette. Inumaru, qui se qualifia d'échec, prit la relève avec des escroqueries dont la nature le dénigrait. Quant à Massa, son auto-exécution mena le processus à son terme bien trop tôt. Le fardeau pesant sur les épaules des écumeurs de gargotes, à savoir la croix de l'après-guerre ou encore les idéaux de paix et de démocratie, disparut. Ce qui conféra à leur filiation des horizons radicalement différents.